Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir M. Basile Vanavre, qui est le coprésident du groupe de travail à composition non limitée sur le cadre mondial de la biodiversité pour la période postérieure à 2020. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que la conférence des parties, la 15e conférence des parties, que l'on surnomme la COP 15, se tiendra à Montréal au mois de décembre et le Canada sera le pays qui co-présidera cette COP 15 avec la Chine, puisque la Chine n'a pas pu recevoir, être l'hôte de cette COP en raison de ses problèmes de pandémie. Et cette COP, elle nous amène à nous intéresser encore plus près aux enjeux que représente la biodiversité pour les entreprises. Donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir M. Vanavre pour nous en parler. Donc, bonjour Basile et merci d'accepter d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Hélène, c'est un grand plaisir d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous et de partager toute cette information. Merci. Donc, pourriez-vous, en débutant, nous expliquer ce qu'est la Convention cadre des Nations unies sur la biodiversité? Qu'est-ce que la conférence des parties, la COP, et qu'est-ce que la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les systèmes je dirais les services écosystémiques? Alors, 3 éléments intimement reliés. Premièrement, la Convention sur la biodiversité. Alors, il faut revenir en arrière à la conférence de Rio, où on a créé 3 conventions cadres qui donnent des objectifs pour l'action multilatérale des gouvernements. Il y en a une qui est très bien connue, c'est la Convention cadre sur les changements climatiques, dont on entend parler régulièrement. Oui. La deuxième, c'est la Convention sur la biodiversité, qui est également une convention importante. Et la troisième, la Convention sur la désertification, qui est moins un enjeu au Canada, mais auquel le Canada fait partie. Deuxième partie de votre question, qu'est-ce que c'est qu'une COP? C'est la conférence des parties, la conférence des États signataires de ces conventions-là. C'est l'organe suprême de décision. C'est là que les décisions se prennent et ça n'est que là que les décisions peuvent se prendre. Alors, chacune de ces conventions a des rythmes différents. Du côté climat, ils se réunissent tous les ans. Pour nous, c'est tous les 2 ans. Il y a d'autres conventions, c'est tous les 3 ans. Et c'est ce qui va arriver en décembre à Montréal. Et c'est là qu'on va pouvoir prendre des décisions. Il faut noter que ces COP ne sont pas toutes les mêmes. Il y a des petites COP et il y a des grandes COP. Du côté climat, on va qualifier la COP de Paris, où l'accord de Paris a été agréé comme étant une COP majeure. De la même façon, ce qui va arriver à Montréal, ça va être la considération d'un accord qui va guider la Convention pour les 10 prochaines années. Et donc, c'est une COP majeure qui va arriver à Montréal. Troisième élément de votre question, la plateforme sur les services environnementaux et la biodiversité, c'est l'organisme scientifique principal qui nous conseille. Alors, chacune de ces 3 conventions ont leurs organismes scientifiques. Vous connaissez peut-être le GIEC du côté climat. De la même façon, l'IPES de notre côté est le regroupement des scientifiques et c'est eux qui ont fait l'analyse qui est à la base de notre action. Donc, ce qu'on va faire quand on fait notre négociation, c'est de répondre aux problèmes qu'ils ont identifiés. Ils ont identifié 5 causes de base ou 5 causes majeures de perte de biodiversité. Et nous, ce qu'on fait, c'est d'essayer de rencontrer ces défis. Merci donc pour cette clarification de ces 3 outils de départ, si on peut dire, dont un qui est décisionnel. Il y a des cibles dans l'intérieur de ces conventions cadres et donc des objectifs aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler des objectifs d'Aichi qui sont arrivés à échéance en 2020? En quoi exactement ils consistent? Puis est-ce qu'ils ont été atteints au Canada puis à travers le monde?
Alors, avant de rentrer dans la description des objectifs d'Aichi, je vais préciser que la Convention sur la biodiversité marche avec des cycles de 10 ans dans lesquels on établit des objectifs et on voit si on arrive à faire avancer les choses. Ce qu'on appelle communément les cibles d'Aichi, c'est le cadre qui a été en place de 2010 à 2020 et qui a pris le nom de la province dans laquelle la ville de Nagoya est située, au Japon, où était la conférence des parties à ce moment-là. Donc, on a établi à ce moment-là une vingtaine de cibles qui étaient très ambitieuses. On appelle ça des cibles aspirationnelles, sans égard tellement à la disponibilité des moyens techniques et matériels pour atteindre ces chiffres ou ces cibles-là. Ce qui est arrivé et ce qui devait arriver, on a fait beaucoup de progrès dans bien des domaines, mais dans la plupart des cas, les cibles elles-mêmes n'ont pas été atteintes. De nombreux pays sont arrivés très, très proches du 17% de protection du territoire et 10% de protection marin. D'énormes efforts ont été faits et on a su tirer une leçon de cet état de fait. Les cibles numériques qu'on peut mesurer et expliquer clairement sont celles qui sont les plus faciles à atteindre parce qu'elles sont compréhensibles. Et c'est la mission qu'on nous a donnée de négocier un nouveau cadre qui utilise autant que possible ces cibles numériques. Bon, très bien, merci donc pour cette clarification. Puis, est-ce qu'ils ont été atteints, hein, pour ce que vous disiez, c'est pas vraiment, hein, Canada, que ce soit le Canada, que ce soit à travers le monde, on peut s'en être approché, mais les objectifs n'ont pas encore été atteints. Alors, effectivement, il y a plusieurs raisons à cette situation. Puis, les leçons qu'on a tirées de cette situation, c'est les cibles numériques, j'en ai parlé. Deuxième chose, il est clair que le cadre d'Aichi a été essentiellement vu comme un cadre des ministères de l'environnement partout dans le monde. Par contre, on sait tous que les décisions en termes d'occupation du territoire, de construction des infrastructures, sont dans l'ensemble du gouvernement. Donc, on a besoin d'avoir un cadre qui ne soit pas juste le cadre du ministre de l'Environnement, mais de l'ensemble du Conseil des ministres. Et de la même façon, de l'ensemble de la société. Et c'est pour ça qu'on est extrêmement satisfait de voir l'engagement aujourd'hui du secteur privé, des gouvernements supranationaux, comme on les appelle dans notre jargon, des municipalités et de toutes les parties de la société qui doivent être engagées dans cette action-là. Donc, c'est vraiment une analogie aussi à faire avec les changements climatiques. On souhaite toujours que ce ne soit pas que le ministère de l'Environnement qui s'en occupe ou qui s'en préoccupe, mais également le Conseil des ministres. Et donc, ce que vous venez de mentionner en biodiversité, on retrouve les mêmes préoccupations dans le domaine des changements climatiques. Vous êtes le coprésident, comme je vous ai présenté au départ, là, du groupe de travail à composition limitée sur le cadre mondial de la biodiversité pour la période postérieure à 2020. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le mandat de votre comité, puis les liens entre votre comité et la COP 15 et les travaux de la COP 15? Absolument. Donc, la décision à la COP 14, qui était en 2018, c'était de créer un processus qui était dirigé par les pays signataires et pour créer un nouveau plan plus près des préoccupations et de la réalité des pays signataires. Donc, on a créé un organisme subsidiaire temporaire dédié à la négociation et c'est ce comité que je co-préside avec mon collègue Francis Ogwal de l'Ouganda. Notre mandat, c'est de préparer un texte qui sera soumis à la COP et c'est la COP, en fin de compte, qui prendra la décision ultime. Ce qu'on peut faire, nous, dans le cadre de notre négociation, c'est qu'on a fait déjà pas mal de travail en termes de structurer le document, de le préparer, etc. On va continuer à peaufiner et à raffiner ce document. Et en bout de compte, quand on arrivera probablement vers le milieu de la COP, il restera certains éléments numériques en termes de hauteur des ambitions et de hauteur et des montants de ressources qui seront alloués. Et ça, c'est des négociations qui seront menées par les ministres quand ils seront ensemble à Montréal.
Très bien. Donc, votre groupe, comme vous venez de le mentionner, a publié des versions préliminaires du cadre mondial de biodiversité pour la période post-2020. Puis, quelles sont ses principales composantes, si c'est possible d'en parler, si ce n'est pas sous embargo? Puis, quelles sont celles qui devraient le plus intéresser les entreprises? Alors, c'est une des caractéristiques des négociations CBD, c'est que c'est des négociations ouvertes. Donc, toutes les ébauches sont disponibles. Vous avez pu les voir depuis le début 2020 jusqu'à aujourd'hui. La dernière en date est une version annotée de l'ébauche qui a été publiée la semaine dernière. C'est peut-être celle qui est le plus facile à lire, alors c'est peut-être vers celle-là que vous devriez vous tourner. En termes de structure et d'éléments, donc évidemment, on a des parties préambulaires et des parties de texte à la fin, mais le milieu est le cœur de la discussion. Et à l'intérieur de ce cœur de discussion, il y a plusieurs éléments. Un premier élément, c'est on suggère la création d'objectifs qui sont une façon d'évaluer de quelle manière on est en train de changer les choses. Qu'est-ce qui va nous dire en 2030 qu'on a fait une différence en termes de résultats? Tout ça, c'est des notions qui sont extrêmement simples et extrêmement claires pour le secteur privé, mais qui ne vont pas d'elles-mêmes dans les négociations multilatérales. Donc, on a cette notion-là d'avoir un cadre qui va nous permettre de voir si on a fait une différence. Comment on va faire cette différence? C'est avec 20 cibles d'action, des actions que les gouvernements, une vingtaine, 22, je pense, on va prendre. Et c'est à l'intérieur de ces cibles-là qu'il y a des cibles qui sont particulièrement intéressantes pour les acteurs économiques. On va certainement parler de la cible 15 dans quelques minutes, mais au-delà de ça, il est important de regarder l'ensemble des cibles. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'occupation du territoire? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de moyens de production? En particulier, les organismes qui sont impliqués dans la production agroalimentaire, la distribution, sont des gens qui ont un intérêt tout à fait réel et direct dans de nombreuses cibles. Donc, il y en a certaines qui sont clairement plus près du monde des affaires, mais je pense qu'il faut regarder l'ensemble du cadre. Donc, dans l'un de ses objectifs, c'est de mettre fin puis de renverser la perte de la biodiversité d'ici 2030. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'y arriver en seulement 7 années? C'est extrêmement difficile. De nombreux pays ont la position que c'est un élément extrêmement important dans la négociation. D'autres pensent qu'il n'est pas réaliste de renverser aussi vite. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que tout ça est une question de définition des termes. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir la bonne définition des termes et les moyens de mesurer les progrès. Qu'on s'attarde à un slogan qui permette d'élever les ambitions et d'engager les gens, c'est peut-être une bonne chose. Les gens de communication vont nous aider avec ça. Mais ce qui compte, c'est d'établir clairement qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique. Arrêter la perte de la biodiversité ou renverser la perte de la biodiversité. C'est sûr que les processus en biodiversité sont longs. N'importe laquelle de vos entreprises qui s'est penchée sur les stratégies de recouvrement d'espèces savent que ça prend 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est des processus à long terme. Mais quand même, ça permet progressivement, quand vous dites d'avoir des résultats concrets, des cibles concrètes, mais ça parle davantage aux entreprises, en effet. Si on pensait maintenant à la cible 15, on passe à la cible 15 pour que vous nous en parliez c'est le cadre de la biodiversité, c'est la question de la divulgation des impacts et dépendances des entreprises envers la nature. Donc, est-ce que c'est possible de nous parler de l'historique de cette proposition, puis comment les entreprises peuvent évaluer et divulguer leurs impacts et dépendances envers la nature, puis en quoi une telle divulgation est-elle utile? Alors, cette cible 15 a été le sujet ou le sujet de discussion depuis le début. Et on a commencé par avoir une cible globale sur ce qu'on appelle en anglais le mainstreaming. Je n'ai pas encore trouvé de traduction satisfaisante en français. Puis on l'a coupé en 3 morceaux. Un morceau pour l'action des gouvernements. Donc, les comptes publics, j'espère qu'on pourra parler d'évaluation de la nature en tant qu'actif. Mais la cible 15, c'est la deuxième qui est sur le rôle des entreprises et la cible 16 est sur le rôle des particuliers. Donc,
Regardez la 15 sans regarder la 14 et la 16, ça c'est un petit peu problématique. L'évolution s'est faite assez naturellement au travers des différentes ébauches. En particulier, il y a un nombre d'associations, d'acteurs économiques qui a été impliqué depuis le début au niveau international dans cette rédaction. À Genève, quand on a fait notre réunion au mois de mars, je pense que le secteur privé était le seul groupe qui avait un pavillon à l'extérieur du centre des conférences. Et je pense qu'on a reçu une trentaine de CEO, de cadres supérieurs d'entreprises qui sont venus nous visiter pour nous faire part de leur vision. Et il y a toujours eu ce désir d'avoir une action de leadership du secteur privé, en ce sens que il voulait être en mesure de mettre la main à la pâte et de faire partie des discussions en termes de rédaction pour s'assurer que les règles soient les mêmes pour tous, donc pas d'avantages concurrentiels indus, et aussi qu'il y ait une stabilité dans le temps, que les règles soient connues et qu'elles soient en place, ce qui permet à des entreprises qui ont des bases d'actifs à long terme et chères qui peuvent s'adapter avec ces choses-là. Très bien. Donc, on a vu que les entreprises doivent évaluer leurs impacts et leurs dépendances. Qu'est-ce que c'est une telle divulgation? Peut-être expliquer c'est quoi la divulgation, mais aussi ce qui est intéressant parce que, comme vous le savez, les travaux du groupe de travail sur la divulgation du changement climatique et ceux de l'International Sustainable Standard Board tendent à essayer de converger vers un seul cadre référentiel. Donc, est-ce qu'il y aura un cadre référentiel pour la nature? C'est ce qu'on nous a annoncé aussi, qu'il y aurait un tel cadre référentiel. En ce moment, il existe pour les changements climatiques, mais on comprend qu'il y en a un qui est en élaboration pour les travaux, les travaux, pas les travaux, mais les risques de nos entreprises, de leurs activités sur la nature. Donc, quel rôle la COP 15 peut-elle jouer à cet égard? Est-ce qu'on va avancer dans les travaux du groupe de travail sur la divulgation des risques sur la nature? Alors, clairement, à l'intérieur de la COP, il y a le cadre dont on vient de parler avec ses cibles, etc. Mais indépendamment de ça, il y a plusieurs autres documents qui sont importants, en particulier des décisions et le libellé des décisions. Et c'est là-dedans qu'on va trouver un appel de la COP à la TNFD de compléter son travail, etc. Et peut-être, je sais que le plan de travail pour rapprocher TNFD du travail de ISSB est en place. On m'en parlait hier. Et donc, cette convergence-là est en train de se faire. Et il est tout à fait légitime de penser que la COP voudra encourager ce genre de travail-là en faisant une mention dans une décision, dans un document officiel. Pas forcément à l'intérieur du cadre, qui est quelque chose de beaucoup plus haut niveau. Donc, pour le bénéfice des entreprises, il y a un cadre en élaboration, ou en tout cas, il existe déjà, mais on tend avec cet institut international là, sur la durabilité, on tend à avoir un seul cadre pour pas que les entreprises soient obligées de faire de la reddition de comptes pour plusieurs cadres, mais il y a un cadre pour la divulgation de risques sur la nature qui est en élaboration. Puis espérons que ce cadre pourra converger avec l'autre cadre sur les changements climatiques. Si on passait à la cible 18 sur la proposition qui vise à réduire ou mettre fin aux incitations néfastes pour la biodiversité, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'une incitation néfaste? Alors, la définition du terme incitation néfaste, il y a beaucoup de discussions sur les limites et comment on va qualifier ça. Ce dont on parle, par exemple, c'est que certains pays qui ont des flottes de pêche hauturière importantes soutiennent le coût des carburants, par exemple. Donc, ces carburants-là sont utilisés en dessous des prix du marché. Ce qui met une pression sur certaines populations halieutiques et fait une distorsion des forces du marché. Mm-hmm. Donc, si on est en mesure de diminuer ces incitatifs négatifs,
on vient d'enlever une des causes de perte de la biodiversité. Et c'est ce que la décision de l'Organisation mondiale du commerce de cet été, il y a quelques mois, est extrêmement importante pour nous parce que c'est une partie du chemin qu'on doit faire de ce côté-là. Une autre décision similaire, c'est celle qui a été prise à Glasgow à la COP climat sur l'élimination des incitatifs négatifs du côté du pétrole et du gaz naturel. Donc ça, c'est un autre morceau, mais il reste encore un paquet d'incitatifs négatifs sur lesquels la Convention sur la biodiversité pourra avoir une action. Et l'idée, c'est en gros, d'arrêter de creuser le trou, d'arrêter de créer des problèmes pour permettre aux investissements de résoudre ce qui est de l'autre côté de l'équation. Très bien, merci. C'est très, très clair. C'est intéressant aussi à quel point il y a une évolution là, considérable. Puis, comme vous dites, la COP 15 est quand même une COP majeure. Là. Justement, sur le déroulement de la COP 15, comment le cadre mondial de la biodiversité s'inscrit dans ce contexte-là de la COP 15? Est-ce qu'il va y avoir, sur tout ce que vous avez mentionné, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter par rapport à ce cadre mondial pour la période post-2020? C'est clair que le cadre mondial est un des livrables principaux de la COP, mais ce n'est pas le seul livrable. Il y a d'autres dossiers qui sont à l'ordre du jour. Comment est-ce qu'on va traiter l'information de séquençage numérique des produits de biodiversité? Il y a toutes sortes d'autres sujets qui sont là. Alors, c'est clair que pour revenir au cadre mondial sur la biodiversité, il y a du travail à faire. On n'est pas encore prêt à le soumettre. On a du travail, on a de longues journées, de longues nuits de négociations devant nous. C'est la façon dont on fonctionne. Moi, j'ai tout espoir qu'on peut mettre de l'avant un cadre qui soit réaliste, donc qui prenne en compte la réalité du développement. C'est tout à fait clair qu'on ne peut pas ignorer qu'on va ajouter 1 demi-milliard de personnes sur le continent africain dans les 10 prochaines années. Ces gens-là vont avoir besoin de moyens de nourriture, de logement, etc. Donc, il faut être réaliste et tout ça peut se faire. Hein. Ce n'est pas un constat d'échec du tout, ce n'est pas l'un contre l'autre. C'est qu'on va accommoder ce développement-là d'une manière qui va nous permettre de l'assurer à long terme. Oui, ça fait tout un impact, comme vous dites, sur certains pays comme l'Afrique. Comment croyez-vous que les décisions qui seront prises à Montréal, dans le cadre de la COP, pourraient inciter, que ce soit le gouvernement canadien, le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Québec, à adopter de nouvelles mesures qui visent à renverser le déclin de la biodiversité? Définitivement, tous les pays signataires prennent ces négociations extrêmement au sérieux. Et ça ne veut pas dire non plus que le travail a arrêté en 2020 et ne reprendra qu'au début 2023. Donc, les efforts continuent dans chacun des pays au fur et à mesure. Ce qui est espéré, c'est qu'avec l'accord sur ce cadre, vient une obligation de planification et de reddition de comptes. Donc, les gouvernements vont s'asseoir et vont dire, OK, on a 22 cibles, comment est-ce qu'on va s'organiser pour contribuer à ces 22 cibles-là? Certaines de ces cibles sont globales. Par exemple, quand la proposition sur la protection du territoire, on parle de 30% de manière globale. Des pays comme les Pays-Bas ou Singapour, c'est impossible pour eux de rencontrer une cible comme ça. Ils n'ont pas le territoire disponible. Donc, il y a d'autres pays qui vont devoir faire un petit peu plus. Et c'est sûr que les 10 pays les plus grands au monde, une augmentation marginale au-delà du 30% permet de rencontrer les besoins de tout le monde. Donc, on va avoir un besoin de travailler ensemble en termes d'une communauté globale et on connaît ces mécanismes-là. Hein. C'est la même chose qui existe du côté des changements climatiques. Changement climatique, en effet. Comment... Et donc... Oui, allez-y, je vous en prie, je vous ai interrompu, je m'excuse. Et donc, il va être extrêmement important que les pays mettent en place ces plans-là et les systèmes de gestion. Et c'est une des choses ici au Canada, on a pris extrêmement au sérieux cette obligation de reddition de comptes. Et le Canada, je pense, a été le premier pays à soumettre ces rapports dans le cadre du précédent exercice.
Bon, donc on va suivre les travaux du Canada. Puis, comme on s'intéresse, comme vous le savez, aux entreprises, comment peuvent-elles contribuer aux travaux de la COP 15, puis plus généralement là, aux objectifs de la Convention? Alors, il y a deux grands éléments qui permettent de voir ça. Premièrement, il y a la contribution aux négociations, puis deuxièmement, à la mise en place. Du côté négociation, il y a deux façons de faire également. La première chose, les entreprises doivent faire entendre leur voix au travers de leurs associations au niveau national. Donc, rencontrer les délégations canadiennes, et exprimer et rendre leurs attentes très claires en termes de ce qu'ils veulent et comment ils le veulent. Deuxième chose, participer aux négociations internationales. Encore une fois, c'est un processus ouvert. Mhm. Les représentants du secteur économique sont les bienvenus dans les salles de négociation et la parole leur sera donnée s'ils la demandent. Donc, il y a une façon de la faire et les associations internationales ont été très présentes. Le deuxième volet, c'est la mise en place. Et c'est là également qu'on doit mettre en place les systèmes qui permettent de compter et d'additionner les engagements des entreprises. Alors moi, je suis peut-être plus impliqué avec des grandes entreprises comme Walmart, Nestlé, au Canada, McCain, Loblaws, Mhm. qui ont des engagements et qui font des choses extrêmement intéressantes qui doivent être comptées d'une manière ou d'une autre dans les comptes finaux des progrès qui sont faits. Donc, une invitation là, aux entreprises à participer. Et nous avons demandé notre accréditation pour participer, bien sûr, à la COP 15. Dans mes dernières questions, ma dernière question dans la série de questions, là, de plus de contenu, puisque les dernières sont 5 petites questions ludiques que nous posons à chaque invité. Mais est-ce que vous pensez, Basile, que nous devrions attribuer un prix à la nature comme on en attribue un au carbone? Alors, il y a beaucoup de discussions à ce sujet-là, et il est clair que la nature est un actif dans la feuille de balance d'un pays. Mm. C'est un actif qui est productif. On sait ça au Canada depuis les débuts de la fédération, la confédération et bien avant. Et c'est un actif qu'on peut gérer. N'importe quel gestionnaire forestier vous le dira. Si on investit, il va y avoir un retour sur investissement. Et alors, clairement, il y a une valeur qui est attachée à ça. Il y a des experts dans le domaine financier qui travaillent sur ces questions-là et qui peuvent y répondre. Par contre, je sais que pour certaines ONG, c'est très difficile de considérer la nature comme un actif Mm. financier et pécunier. Et dans certaines sociétés, c'est quelque chose qui est inconcevable. Ce que nous, on essaie de faire, c'est de créer un cadre qui permet à ces différents systèmes de valeurs de coexister. Et clairement, si on attribue un prix à la nature, je pense que le Canada sera une nation extrêmement riche du côté nature. Oui, on a cette chance hein, de vivre dans un pays avec des ressources abondantes. Donc, maintenant, nous pouvons passer, si vous êtes d'accord, aux 5 questions ludiques que nous posons à tous nos invités. Et la première, c'est quel est le mot que vous préférez le plus dans le vocabulaire du développement durable? Alors, quand je me suis préparé à cette question-là, j'ai souri parce qu'une de mes anciennes ministres, c'est une femme, donc je vous ai déjà donné un indice, avait horreur du mot développement durable. Elle ne pouvait pas l'entendre. Moi, je suis tout à fait à l'aise avec ça et cette dame-là a pris sa retraite depuis de nombreuses années, donc tout est correct. Mais moi, le mot que j'aime le plus, c'est le mot ambitieux et raisonnable. Ah, c'est beau. Oui, très beau. Parce que ça me dit qu'on veut atteindre cet objectif, C'est mais on aspirationnel. veut le faire. Je suis un ingénieur à la base, et moi, j'aime bien faire des plans et que les plans soient carrés, qu'on ait les ressources, que toutes les cases soient bien remplies. Et c'est pour ça que ça me rejoint raisonnable. Bien, merci pour cette façon originale de le voir. Puis, quelle est la personne que vous admirez le plus dans le domaine du développement durable?
Il y a tellement de personnes qui m'ont inspiré depuis le début de ma carrière que c'est extrêmement compliqué de faire un choix. Euh, c'est clair il y a des gens qui ont marqué mon enfance et ma jeunesse. Je pense qu'on a tous grandi en regardant les émissions du commandant Cousteau. Et Oui, ça, c'était une de mes grandes influences euh, je pense que, et je vais encore aujourd'hui dans des conférences et on parle encore de ce qu'il a fait en termes de communication et d'engagement des ah gens. oui, Donc, c'est je suis un vrai. petit faible de ce côté-là. C'est vrai, et ça reste encore une série extraordinaire quand on a la chance de la revoir. Sur une échelle de 1 à 10, où croyez-vous que le Canada se situe en développement durable? Alors, comme je gère un processus multilatéral, moi, je vais vous répondre sur une base globale et non pas Oui, sur une base canadienne. Et parfait. je vous dirais que si on regarde la planète, je vais donner à notre planète un petit 6 Oui. sur l'échelle du développement, avec la note, si j'étais un professeur qui écrivait le petit commentaire dans la carte aux parents, je dirais, aller à toutes les capacités pour mieux faire. Ah oui, c'est bien, c'est très, très bien. En effet, pour continuer de s'améliorer. Puis, quelle est, selon vous, la plus grande fierté du Canada en développement durable? Peut-être que vous voulez le dire en termes planétaires, si vous préférez. Non, ça c'est quelque chose qui est relativement. Je pense que ce dont le Canada peut être fier, c'est de ces gens. On a une présence très forte au sein des institutions parce qu'il y a au Canada une tradition d'écoute et de compréhension des différents systèmes et des différentes cultures. Et je pense que le Canada peut être extrêmement fier de ses négociateurs, de ses fonctionnaires, de ses ONG à tous les niveaux. Qui possèdent tellement bien aussi leur matière et on le voit avec vous aujourd'hui. Puis, notre dernière question ludique, Basile, c'est quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous souhaiteriez vous réincarner si une telle possibilité existait? C'est très, très clair, c'est un canard colvert. Ah oui? Et est-ce qu'on peut savoir Absolument. pourquoi? Parce que c'est l'animal qu'on voit dans nos jardins, dans nos espaces verts. C'est un oiseau très commun. C'est une histoire de conservation et de succès de conservation en Amérique du Nord qui est unique, qui est une histoire de collaboration à tous les niveaux et qui implique les gens ordinaires, les chasseurs et leurs organisations. Alors, moi, quand je vois ces coupes de cols verts dans nos fossés, dans nos rigoles autour de chez moi, c'est un peu de nous qui est là-dedans. Et moi, je me vois tout à fait dans un animal bien ordinaire comme ça. C'est très beau, c'est très inspirant. On est chanceux de vous avoir comme invité aujourd'hui. Je vous dis merci. Vous connaissez si bien votre matière, vous la rendez très bien, vous la vulgarisez très bien. Et je crois qu'avec ce que vous nous avez dit aujourd'hui, nos auditeurs en sauront davantage sur cette convention cadre, sur la COP, sur ces experts qui alimentent la COP aussi. Et puis, je comprends que vous allez travailler très fort dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Je vous souhaite d'avoir un peu de temps pour vous reposer entre ces moments de sprint, hein, de marathon. Et donc, ce sera avec plaisir que nous assisterons à la COP à Montréal Alors, rendez-vous à Montréal dans 45 jours. dans 45 jours. Merci beaucoup, Basile, et au Au revoir. plaisir. Au revoir et au revoir, chers auditeurs. Merci de votre écoute.